Imaginez, des réserves de gaz pleines, puis la panique. Où est passé tout le gaz? L'hiver débarque en Europe et commence à faire les comptes. À l'automne, Bruxelles se félicitait. 85 milliards de mètres cubes en stock, réserve à 95%, l'assurance d'un hiver sous contrôle. Les gouvernements se réjouissaient d'avoir tourné la page du gaz russe, diversifié les fournisseurs et misé sur les renouvelables. L'Europe croyait avoir bâti un rempart contre le froid, tout en préservant ses ambitions écologiques. Mais janvier 2024 dévoile la réalité. En quelques semaines, les stocks chutent. L'Allemagne n'a plus que 54% de réserves, la France 55%, les Pays-Bas 45%. Et pourtant, il ne fait pas exceptionnellement froid, juste un hiver européen normal. Résultat? Chauffage menacé, prix qui s'envolent, tensions croissantes. La stabilité, le pouvoir d'achat et la crédibilité politique sont en jeu. Comment en est-on arrivé là? Retour sur l'illusion européenne. L'Europe avait-elle vraiment tout anticipé? Après la crise de 2022, les dirigeants martelaient « stock à ras-bord, sources diversifiées, gaz américain, qatari, algérien, norvégien, tout sous contrôle ». Sur le papier, le plan semblait parfait. Miser sur les renouvelables, fermer les centrales à charbon, mettre l'atome de côté et utiliser le gaz comme transition, le temps d'installer éoliennes et panneaux solaires. Début novembre, 95% de capacité de stockage, la presse applaudissait. Qui doutait? Mais cette confiance reposait sur des hypothèses optimistes, que le vent soufflerait, que le soleil brillerait, que l'hiver serait doux, que le gaz importé arriverait à temps. Or, la météo et la physique ne négocient pas. Si la demande grimpe ou si le climat se durcit, la vulnérabilité réapparaît. On dépend toujours de fournisseurs extérieurs, on subit les prix et la géopolitique mondiaux. Au final, ce sont nos factures, notre confort et toute l'économie qui sont en jeu. Mais quand la météo ne coopère pas, que se passe-t-il? En janvier, l'hiver s'installe. Les éoliennes s'arrêtent faute de vent, les panneaux solaires disparaissent sous la neige. Les centrales à charbon ou nucléaires? Beaucoup sont fermées ou en maintenance. Résultat, seul le gaz demeure fiable pour chauffer et produire. Les réserves fondent. Mi-janvier, les stocks européens chutent à 57 à 58% de capacité. Cela semble correct, mais c'est déjà 37 milliards de mètres cubes de moins qu'au début. La consommation, elle, reste élevée. En hiver, l'Europe brûle 1,5 milliard de mètres cubes par semaine, et il reste plus de 2 mois de froid. Si la météo reste clémente, il restera à peine 33 milliards de mètres cubes en avril. Mais un coup de froid en février peut tout changer. La demande explose et on pourrait finir l'hiver avec des stocks au plus bas, 20 à 25 milliards. À ce stade, chaque jour sans livraison inquiète. Le risque? Rupture d'approvisionnement, flambée des prix, factures qui grimpent pour ménages et industries. Ce n'est plus seulement une question écologique ou géopolitique, mais un enjeu concret pour tous. Et tout cela, avant même de parler des pressions politiques et rivalités internationales, l'Europe se retrouve en concurrence avec le monde entier. Le gaz russe, c'est fini, du moins officiellement. Alors, l'Europe achète du gaz naturel liquéfié, souvent plus cher, sur le marché mondial. Plus de privilèges, c'est la loi du plus offrant. Les États-Unis livrent à leurs conditions. Chine, Inde, Asie entière remplissent aussi leurs stocks pour l'hiver. Résultat, concurrence accrue, prix qui flambent, et aucune garantie pour l'Europe d'avoir assez de gaz en cas de froid. Si l'hiver persiste, les réserves pourraient tomber à 20 à 25%. À ce niveau, la panique s'installe. Industriels inquiets, gouvernement tendu, économie menacée. Sans énergie abordable, usines à l'arrêt, factures qui explosent, pouvoir d'achat en chute. Stabilité sociale et compétitivité sont en jeu. Une simple vague de froid peut tout bouleverser. Pourtant, le sujet reste peu abordé publiquement. Pas de remise en question, pas d'autocritique. Pourquoi ce silence? Regardons les décisions de 2022, prises dans l'urgence, sur fond de guerre et de crise. On a voulu quitter le gaz russe vite, mais sans plan B solide. On s'est focalisé sur la communication, sur les slogans écologiques. La transition est en route,
tout ira bien, en négligeant la réalité physique de l'énergie. Le problème, c'est de croire que la politique peut abolir les lois de la nature. On ne remplace pas 40% de son gaz du jour au lendemain par de la volonté ou la sobriété. Ce n'est pas parce qu'on ferme des centrales que le vent se lève. Là où il fallait agir avec pragmatisme et garder les sources traditionnelles ouvertes jusqu'à ce que les renouvelables soient fiables, on a préféré tourner la page trop vite. Une alternative existait. Une transition progressive, guidée par la raison. Construire des terminaux GNL, développer les renouvelables, mais garder aussi le charbon ou le nucléaire pour éviter la panique chaque hiver. Cela aurait permis la sécurité, des prix stables, sans sacrifier industrie ou pouvoir d'achat. Mais sans changement d'approche, on reste dans un cercle vicieux. Chaque hiver, même angoisse, hausse des prix, risque de coupure. L'hiver prochain sera-t-il différent? La réalité finit toujours par s'imposer. Mais à quel prix? Si l'Europe continue de croire que la nature va s'aligner sur ses discours, chaque hiver sera plus difficile et coûteux. La facture ne se limite pas à des statistiques. Ce sont nos factures d'électricité, notre confort, nos emplois, la confiance en nos dirigeants qui vacillent. L'illusion du contrôle disparaît dès que le thermomètre chute ou que le vent tombe. Cette crise n'est pas un accident, mais la conséquence d'une politique qui a préféré le symbole à la prévoyance. L'Europe a parié sur la chance et la météo clémente, mais la réalité ne négocie pas. Si rien ne change, chaque crise coûtera plus cher, érodant la confiance des citoyens. Alors, combien de fois accepterons-nous de tourner en rond avant de regarder la réalité en face et d'imaginer une stratégie fondée sur le bon sens et la robustesse? À vous de réfléchir, de débattre et surtout, de rester vigilant. Mais au fond, que fallait-il faire? Repenser la gestion de l'énergie non comme simple question technique ou écologique, mais comme une question vitale pour nos sociétés. Imaginez les conséquences. Écoles froides, hôpitaux rationnés, PME, forcés de choisir entre payer l'énergie ou les salaires. Cette réalité, on préfère l'ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les exemples ne manquent pas. L'hiver 2012, des pays européens ont dû importer d'urgence du gaz russe par camion-citerne. La crise texane a montré qu'une puissance énergétique peut être paralysée par la météo. La dépendance à l'importation est aussi une fragilité géopolitique. Un incident sur un gazoduc, un conflit en mer Rouge, et toute la chaîne est menacée. Que se passerait-il si, demain, un événement bloquait les terminaux GNL? Combien de jours tiendrait-on? Est-il raisonnable de miser autant sur des variables incertaines? Ajoutons à cela l'effet domino sur l'économie. Quand les prix de l'énergie flambent, toute la chaîne suit. Les industries répercutent la hausse sur leurs clients. Les agriculteurs voient leurs coûts grimper, les consommateurs perdent du pouvoir d'achat. Peut-on vraiment parler de transition juste si elle crée de la précarité énergétique pour des millions de ménages? Et que dire des petites villes, des campagnes, souvent oubliées, mais qui subissent aussi la volatilité des prix? Ce n'est pas la première fois que l'Europe sous-estime l'importance d'une gestion pragmatique de ses ressources. Charbon, nucléaire, gaz. Chaque décision semble motivée par l'émotion ou la pression du moment, plus que par une analyse lucide. Il ne s'agit pas de rejeter la transition écologique, elle est nécessaire, mais de s'interroger sur le rythme, les moyens, la préparation réelle. Avons-nous vraiment tiré les leçons des crises passées? Pourquoi croire qu'un slogan politique suffira à rassurer les marchés ou la météo? Ce débat devrait être partout, dans les médias, au Parlement, dans nos familles. C'est une responsabilité collective, au-delà des clivages. Car il s'agit de notre résilience, notre capacité à anticiper, à s'adapter, à faire preuve de modestie face à la nature. Alors, quand un dirigeant promet un hiver sous contrôle, posez-vous la question. Sur quoi repose cette assurance? Derrière les discours, la réalité est complexe et incertaine. Aurons-nous le courage d'en débattre honnêtement pour enfin bâtir une politique énergétique à la hauteur des enjeux? C'est à nous tous d'exiger des choix fondés sur la raison, l'expertise et la prévoyance. Car c'est notre avenir, notre sécurité et notre dignité collective qui sont en jeu.